Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, j'interviewe Romain Marco qui a été vice-champion du monde sur marathon en 2011 ainsi que remplaçant pour les Jeux Olympiques de Pékin et de Londres sur 200 mètres, en plus d'avoir été entraîneur au club de Nancy pendant plusieurs années durant la même période. Il est, en plus, le compagnon d'Amandine Lotte, que j'ai récemment interviewé sur le podcast. Comment s'entraînait-il pour performer et que devient-il aujourd'hui ? J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Romain et ses secrets. Salut Romain, comment vas-tu aujourd'hui ? Eh bien, ça roule, Rudy. Il fait beau, c'est pas mal. J'ai appris, je voulais commencer par ça, que tu avais repris la navigation et que tu t'étais acheté un surf ski. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Eh oui, exactement. J'ai fait du kayak pendant 25 ans et j'avais arrêté pendant quelques années, fin de carrière. Voilà, on avait atteint nos objectifs et finalement, quand on a le virus, on l'a et on y revient à un moment ou à un autre. Et finalement, c'est un peu un concours de circonstances. Voilà, je me suis un peu blessé dans le sport que je faisais, que je fais ou je veux toujours faire. Et puis le kayak, ça a été un peu la solution de repli et j'y prends beaucoup maintenant de plaisir depuis 3 semaines, on va dire, 4 semaines à peine. Et alors, comment elle se passe cette reprise ? Est-ce que ça glisse tout seul comme avant ? Alors du coup, j'avais fait un arrêt pendant 4 ans. Voilà, ma dernière fesse posée dans un kayak de course en ligne, c'était au championnat de France en 2016. Donc bien plus de 4 ans même, puisqu'on a repris, j'ai repris en mars 2021, donc il y a un petit mois. Très honnêtement, j'ai l'impression quand même qu'on a une grosse mémoire technique et physiologique. C'est-à-dire que ça revient super vite. En quelques séances, on arrive à faire plus de 10 km de manière posée, efficace. Ouais, c'est assez impressionnant. Et là, donc, t'es passé en surf ski, t'as pas repris la course en ligne ? Non, ouais, je voulais pas me remettre dans une condition d'entraînement avec les exigences techniques de la course en ligne, on va dire, parce que ce sont quand même des bateaux très instables qui demandent de la préparation physique et ainsi de suite. Et le surf ski est une super alternative là où on habite, parce qu'on habite proche de grands lacs et de grandes rivières. Et voilà, en termes de sécu, en termes de plaisir, c'est beaucoup plus accessible. Comment tu as fait pour choisir ton surf ski ? Parce que j'ai vu que tu avais mis un message sur le groupe Petites annonces canoë-kayak et que tu étais un peu perdu au début. Et comme il y a plein de modèles et que toi tu viens plus de la course en ligne, comment tu as fait pour choisir ton modèle ? Exactement, ouais. En fait, donc on a j'ai quitté le monde du kayak en 2016 et le surf ski, je veux pas dire que ça débutait à l'époque, mais on va dire que c'était les premières années du vrai surf ski. J'ai posté effectivement une petite annonce demandant un peu de renseignements à droite à gauche et finalement j'ai appelé mon ancien sponsor Patrick Surani qui fait toujours la marque Nello et je lui ai demandé des renseignements parce que lui forcément en tant que distributeur il est à la pointe du marché et il m'a bien orienté et là donc du coup maintenant on a 2 surf skis Nello 560 qui font 9,5 kg tout en carbone, c'est le top du top. Ah ouais, 9,5 kg. Ah ouais, c'est vraiment la construction top du top là. Ah ouais, tu dois vraiment fuser là alors. Et j'essaye de compenser un peu. L'arrêt de carrière sportive m'a fait prendre quelques kilos, donc j'essaye d'enlever ces kilos sur le bateau et ça demande trop d'efforts sur moi. Et comment ça se passe au niveau de la stabilité ? Parce qu'on dit que le 560 entre guillemets est assez instable et que ça se rapproche un peu de la course en ligne au niveau de l'instabilité. Toi qui as l'expérience des deux, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Alors effectivement, apparemment c'est le surf ski le plus instable du marché, mais c'est quand même carrément plus stable qu'un bateau de course en ligne. Là, on a navigué dans des conditions de grands lacs avec du vent, pas mal de hautes vagues, notamment où on prenait l'eau sur le côté. À aucun moment on s'est senti en instabilité et pourtant on a arrêté la course en ligne depuis bien longtemps. Mais là, non, c'est carrément plus stable.
Ok. Et ça Et, glisse euh, bien. et au niveau de la vitesse, est-ce que pour l'instant tu reprends, mais est-ce que tu sens que ça peut aller aussi vite ou presque? Parce qu'on pareil, on dit que le 5,60 peut presque aller aussi vite. Est-ce que tu as l'impression que tu vas pouvoir aller presque aussi vite? Ou c'est peut-être un peu Alors, tôt? je pense que ça dépend des allures. Ça dépend des allures. Je pense que sur des allures d'endurance, on va dire, sur des allures qu'on va tenir plus de 10-15 minutes, à mon avis, ça va aussi vite qu'un bateau de course en ligne. Par contre, c'est beaucoup moins dynamique. Sur des sprints, sur des allures où on se rapproche d'une VO2 max ou voilà, de lactique, des choses comme ça, c'est beaucoup moins dynamique et là, ça va beaucoup moins vite. Ok. Et il me semble que tu as repris donc aussi le kayak, donc là le surf ski pour préparer une compétition, si je dis pas de conneries. Ouais, bah, j'ai commencé la compète à 8 ans, ça a toujours été une part de ma vie, que ça soit dans n'importe quel support, dans du ski de fond, dans de la course à pied, dans du kayak, voilà. Et donc là, forcément, quand on met les fesses dans un bateau, on fera quelques compètes, mais plutôt de type, je pense, longue, vraiment endurance, quoi, voire même ultra. Ok. Tu dis que à 8 ans tu fais des compétitions. T'as commencé à quel âge le kayak? Et ben, à 8 ans. Voilà, j'ai fait un peu de sport avant, comme du tennis, du foot, à peu près comme 100% des gamins, je pense. Et à 8 ans, j'ai attrapé le virus du kayak. Et comment t'es tombé dans le kayak? Il y avait quelqu'un de ta famille qui en faisait ou il y avait un club pas loin de chez toi? Parce que j'ai vu que tu étais originaire de Nevers, donc je connais pas bien Nevers, mais il y a un club de kayak à côté. Ouais, bah, personne ne connaît bien Nevers, hein, je te rassure, Rudy. Euh, alors en fait, je faisais de la planche à voile. Mon beau-père faisait de la planche à voile et vers 7-8 ans, je faisais aussi de la planche à voile. Et un jour, on est arrivé sur le plan d'eau et il y avait vraiment zéro vent. Il y avait pas un pet de vent, rien du tout. Et à côté d'où on était, il y avait une petite base nautique et ils louaient des kayaks et des choses comme ça. Donc du coup, et ben avec un copain de mon père, on est allé faire du kayak. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai mis mes premiers coups de pagaie et j'ai trouvé ça super cool. Et ça devait être pendant l'été. Et forcément, je cherchais un sport à attaquer au mois de septembre, à la rentrée scolaire. Et il y a un gros club de kayak à Nevers. Alors un peu moins gros maintenant, mais un club de kayak qui a une histoire formidable. Donc voilà, je me suis inscrit et j'ai commencé à rêver de compétition là-bas dès mes premiers coups de pagaie. 8 ans, ça me paraît jeune par rapport à toutes les personnes que j'ai interviewées précédemment pour commencer le kayak. Est-ce que tu étais le plus jeune du club? Non, on était une tripotée de gamins. Je pense qu'on devait être au moins une trentaine à avoir cet âge-là, quoi. À avoir, ouais, j'étais même pas le plus jeune, hein, à avoir 7-8 ans. En fait, à partir du moment où on sait nager et qu'on n'a pas trop peur de l'eau, il n'y a aucun risque. On peut mettre les fesses dans un bateau et commencer à pagayer. Il faut juste que le matériel soit un peu adapté. Et alors justement, avec quel matériel on commence à 8 ans? Est-ce on est dans des kayaks en plastique, des pagaies 90, ou on est directement dans des kayaks j'allais dire, qui glissent un peu plus? Non, non, ouais, on est vraiment dans des espèces de petites barquettes en plastique. Des trucs qui sont quand même relativement stables, assez sécuritaires, avec effectivement des pagaies plastiques avec manche à lu croisées à 90 degrés. Et puis voilà, c'est parti, un coup à droite, un coup à gauche. On cherche à aller droit et au bout de quelques séances, c'est parti, quoi. Et comment s'est passée ton évolution, en fait, ton évolution dans les bateaux? Est-ce que tu parlais de compétition? Est-ce que toi, tu avais tout de suite cette envie de faire de la course en ligne, ou t'avais pas encore bien choisi entre le slalom, la descente ou la course en ligne? Alors, je pense que c'est le cas dans pas mal de clubs, mais la discipline de kayak qui est enseignée dans les clubs est très liée au territoire. C'est-à-dire que si vous avez un club qui est installé sur les rives d'un lac, ben forcément, on va plus aller vers peut-être le kayak mer ou la course en ligne. Quand vous êtes installé sur un club qui est en bord de rivière alpine, vous allez forcément aller vers la descente ou le slalom. Donc nous, comme on est Nevers, c'est au bord de la Loire, c'est un fleuve très calme, c'est le dernier fleuve sauvage d'Europe. Et ben voilà, il y avait que la course en ligne finalement qui était possible de faire. Euh, donc voilà, et puis après la succession des bateaux, donc on commence dans des petites, ce qu'on appelle des bouchons. Je pense que chaque territoire a sa propre dénomination des kayaks, mais voilà, c'est des petits kayaks en plastique. Et puis ben voilà, au fil des séances, on évolue de plus en plus vers les kayaks de compétition.
À partir de quel âge on peut faire des compétitions en kayak? Parce que 8 ans, ça me paraît très jeune. Toi, tu avais déjà un peu cet objectif-là. Quand est-ce que tu as fait tes premières compétitions? Eh ben, c'était ça à 8 ans. Il y a des catégories. En fait, dans chaque région, il y a un espèce de challenge régional et même des fois dans des départements. Donc, c'était le cas pour nous dans la Nièvre. Il y avait un espèce de challenge départemental. On pouvait commencer à 8 ans en poussin première année. Ok, Voilà, il y a Poussin alors, ok. voilà, première catégorie, poussin, benjamin, et puis après minime. Mais voilà, en poussin, on pouvait commencer les premières compètes. Ouais. Et tu te souviens de ta première compétition? Pas vraiment, pas vraiment. Il me semble que c'était d'ailleurs au sein de mon propre club. On devait avoir une manche de ce comité départemental. Non, honnêtement, je m'en souviens pas beaucoup. Par contre, je me souviens des années d'après où le comité départemental avait mis en place un challenge multi-activités. Donc, on avait des compétitions de slalom, de descente, de course en ligne. Et il y avait même ce qu'on appelle un cross du pagayeur, voilà, pour nous inciter à courir un peu. Et c'était les premiers pas, en fait, quand on était tout jeune, de la préparation physique. Ok. Et comment ça se passait justement les entraînements à 8 ans? Est-ce que c'était comme toute personne qui débute en club assez jeune, 2 séances par semaine, mercredi, samedi? Ouais, dès le départ, mercredi après-midi, samedi après-midi. On avait des super bénévoles qui nous encadraient à l'époque. Je pense à Jackie, à Michel, enfin voilà, des gens comme ça, et qui étaient fous de kayak et qui nous adoraient. On était une trentaine de gamins. C'était un joli bourbier. Dans mes souvenirs, on passait énormément de temps à s'amuser. Euh, Clairement, on faisait les zouaves. Mais c'était des jeux sur l'eau, c'était un petit peu des bêtises à droite à gauche. Quand les parents venaient nous chercher à 16h30, on était rarement sortis de kayak. On avait encore les fesses dans l'eau. Euh, Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as eu tes premiers résultats importants? Est-ce que, comme beaucoup en minime, tu étais déjà très bon? Ouais, effectivement. D'ailleurs, la FFCK avait sorti des stats là-dessus. Quasiment 100%. Alors, je me souviens plus du pourcentage exact, hein, ça fait quelques années. Mais ce qui est sûr, c'est que plus de 90% des athlètes qui se retrouvent en équipe de France, junior, moins de 23 seniors, sont passés par une médaille au challenge national en minime, c'est-à-dire au championnat de France minime. Donc, et moi, je fais partie de ça. Ouais. J'ai eu mes premiers gros résultats, on va dire, en minime, en monoplace au championnat de France avec des médailles. Mais tu faisais quelle distance? Parce que j'ai cru voir, on en parlera par la suite, que tu étais plus orienté longue distance. Est-ce que tu faisais des plus courtes distances à cette époque-là? Alors, ouais, effectivement, je suis passé par le 200 mètres, le 1000, le marathon, le 500 mètres. Et non, à cette époque-là, alors maintenant, ça a pas mal changé, mais il y avait du 500 mètres au championnat de France et du 2000 mètres quand j'étais tout petit en minime. Ok. Et de poussin à minime, on va repartir sur cette période-là. Est-ce que ta passion du kayak a grandi? Est-ce que tu as augmenté ta fréquence d'entraînement? Est-ce que ça a pris une part de plus en plus importante dans ta vie? Ouais, je pense que vraiment, le truc qui a déclenché, c'est, on va dire, poussin Benjamin. Je m'entraînais 2 fois par semaine. Je tannais mes parents pour venir plus. Et après, à partir de minime, j'ai commencé à m'entraîner 4 fois, c'est-à-dire que je faisais 2 entraînements le mercredi après-midi et 2 entraînements le samedi après-midi. Et à partir de ce moment-là, ouais, là, j'ai commencé à prendre les choses un peu au sérieux. Ouais, fin minime, quoi. Fin minime, deuxième année de minime. Donc fin minime, tu fais tes premiers résultats aux régates minimes. Est-ce Ouais. qu'après, tu es dans l'optique de performer, je vais pas dire à outrance, mais de devenir athlète de haut niveau? Alors, pas forcément athlète de niveau. Dans mes souvenirs, donc, je crois qu'au championnat de France, en minime première année, je dois faire deuxième en monoplace sur le 2000 mètres et troisième sur le 500 mètres. Au championnat de France minime, en deuxième année, je fais deuxième sur les 2 distances, en monoplace aussi. En fait, j'étais curieux de savoir ce dont j'étais capable et jusqu'où je pouvais aller.
Et du coup, en 4D, première année, je dois faire 5e au championnat de France. Et puis en deuxième année, je gagne les championnats de France cadet. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai jamais eu envie forcément de faire du niveau. J'étais plus curieux et je prenais beaucoup de plaisir à m'entraîner avec, on va dire, avec les anciens du club, avec les vieux du club. Et voilà, ils m'apprenaient plein de choses. Donc voilà, comme j'apprenais, c'était super cool. Et est-ce que à ce moment-là, alors, est-ce que tu as l'envie d'avoir une carrière dans le kayak, de devenir entraîneur de kayak, de travailler dans le sport, ou tu fais une scolarité normale et tu sais pas trop encore vers quoi te diriger? Non, effectivement, ouais, je suis une scolarité complètement normale. Après, en junior, j'intègre les équipes de France. Je suis resté jusqu'à la fin de mon bac à Nevers, dans mon club de Nevers. Je voulais pas partir en pôle espoir parce que voilà, j'étais attaché. Mes entraîneurs, j'en avais plusieurs. C'était des anciens athlètes de haut niveau du club qui avaient fait des championnats du monde, des choses comme ça. Donc quand ils me racontaient leurs histoires, ça me faisait rêver et j'avais pas envie de les quitter, ou en tout cas jusqu'à mon bac, voilà, j'avais pas envie de quitter ça parce que je voyais pas comment je pouvais avoir mieux ailleurs. Et finalement, c'est dans les études supérieures que j'ai commencé à me réaliser et à me dire que, si je pouvais en faire mon métier, ça serait plutôt pas mal parce que j'étais vraiment accro à ça. Mais accro au sport en général, pas forcément que au kayak. Oui, ce que j'allais dire, je crois que tu as fait STAPS, non? Ouais, effectivement, j'ai fait STAPS, ouais. Mais déjà avec dans l'idée de faire entraîneur de kayak, ou tu savais pas trop Non, encore non, pas du tout. J'ai passé mon bac en filière économique et après j'ai intégré STAPS. J'avais pas du tout dans l'idée de faire entraîneur, mais ce qui est sûr, c'est que je voulais faire un métier dans le sport. Et donc voilà, j'ai pris la filière générale STAPS qui m'a amené au bout de 3 ans à avoir ma licence. Et même là, à cette époque-là, donc je devais avoir 22 ans, je voulais pas être encore entraîneur de canoë-kayak. Ça me disait pas grand-chose. J'étais athlète, ça me suffisait, quoi. Ouais, il y a un truc qui est drôle, bah moi qui suis plus dans la muscu et qui forme justement les futurs coachs sportifs Ouais. actuellement. En fait, c'est marrant parce qu'il y a d'un côté tu aimes t'entraîner et tu te dis bah tiens, je vais vouloir travailler dans le sport, mais en fait tu aimes t'entraîner, t'aimes peut-être pas forcément entraîner les autres, tu vois. C'est deux choses vraiment complètement différentes. Toi, à partir de quand ce shift s'est fait de te dire j'aimerais entraîner les autres? Et ben en fait, ça a été un peu économique cette histoire-là, dans le sens où j'étais en équipe de France, donc en junior. Après, je suis parti au Pôle Espoir à Dijon en tout début de senior. J'ai intégré tout de suite les équipes de France senior, même pas à moins de 23 ans. En fait, je faisais les deux circuits, moins de 23 ans et senior. Donc en senior deuxième année, donc à 20 ans, quoi. Et, euh, et j'avais pas beaucoup d'argent à côté, donc mon club, avec mon statut, m'avait embauché. Voilà, je bossais pour le club de Nevers. En fait, à chaque fois que j'étais pas en études, et ben voilà, je revenais les week-ends bosser à Nevers. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entraîner et j'ai pris vachement goût finalement. Mais T'as comment c'était plus un besoin économique au départ où j'avais besoin d'un petit peu de finances pour me payer mes études, quoi. et comment on devient entraîneur de kayak officiellement? Officiellement, alors moi, quand j'étais jeune, j'avais passé un initiateur, un monitorat quand j'étais plus jeune, donc en catégorie cadet, donc j'étais employable directement. J'avais les diplômes pour être salarié. Donc voilà, ça a été relativement facile. Et tout simplement, j'ai commencé à entraîner par les plus jeunes catégories, quoi, par les petits poussins, par les petits benjamins. Je leur ai appris ce que je savais faire. Est-ce que par la suite, tu as passé un B2ES kayak ou même pas? Si, par la suite, en fait, à la fin de ma licence, j'ai dû aller un peu par obligation au Pôle France de Nancy, parce que ça faisait un peu tâche d'être en équipe de France senior et d'être en Pôle Espoir. Donc j'ai dû aller, j'étais un peu contraint d'aller à Nancy. Et à partir de ce moment-là, à Nancy, j'avais terminé STAPS. En fait, je voulais pas aller plus loin que la licence. Donc j'étais inscrit en première année de master, mais j'ai passé mon BE1 en 2009 et mon BE2 en 2010.
Ok. J'ai enchaîné les deux. Et est-ce que à ce moment-là, tu arrives justement à concilier ton métier d'entraîneur et ton entraînement personnel? De toute manière, j'avais pas vraiment le choix. Fallait que je travaille pour payer mon loyer. Donc j'avais pas vraiment le choix. Euh, je, à l'époque, alors c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, la fédération nous obligeait à avoir un double projet. C'est-à-dire que quand on était athlète de haut niveau, on devait forcément avoir une situation scolaire ou professionnelle en complément de ce statut d'athlète de haut niveau. Donc, comme j'avais eu des bons résultats en tant qu'entraîneur au club de Nevers, eh ben, je me suis fait recruter tout de suite au club de Nancy en tant qu'entraîneur. Mais le club de Voilà. Nancy qui était Pôle France. Alors, c'est bien deux entités différentes. Il y a le club de Nancy et il y a le Pôle France qui est juste à côté. Donc, comme moi, j'ai intégré le Pôle France en septembre 2010, ben, je me suis fait recruter en même temps en tant qu'entraîneur du club de Nancy en septembre 2010. En fait, Et les 2-3 années auparavant, j'avais réussi à placer des athlètes du club de Nevers en équipe de France junior, notamment des médaillés au championnat d'Europe. Donc voilà, j'avais été recruté. J'étais toujours athlète, mais j'avais été recruté en tant qu'entraîneur en même temps. Et à ce moment-là, donc là, tu parles d'athlète junior. D'ailleurs, tu parlais de poussin Ouais. benjamin. Est-ce que tu es monté progressivement sur des catégories plus âgées? Comment ça s'est passé? Alors non, j'ai toujours eu à cœur de faire l'ensemble de la filière en même temps, au même moment. C'est-à-dire que, on va dire, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et dimanches, j'entraînais mes athlètes qui cherchaient à faire des médailles au championnat de France et à chercher à intégrer le haut niveau. Mais par contre, le mercredi après-midi et le samedi après-midi, j'encadrais les écoles de paillets. Et ça, je l'ai fait pendant toute ma carrière d'entraîneur. J'ai toujours eu à cœur d'avoir cette espèce de grand écart qui me rappelait que finalement, j'avais énormément de chance à entraîner des athlètes qui faisaient du haut niveau. Et ça me permettait aussi d'entraîner les gamins le mercredi après-midi, les tout petits, ça me permettait de comprendre certaines choses sur les athlètes de haut niveau plus tard. Euh, Donc voilà, j'ai toujours fait ce grand écart pendant toute ma période d'entraîneur. je voulais revenir un peu sur ta carrière personnelle d'athlète. Tout à l'heure, tu disais que tu as rapidement intégré l'équipe senior alors que dès que tu es passé, entre guillemets, quand tu étais en moins de 23, t'as pas fait vraiment les moins de 23. Est-ce que c'était, pas dire anormal, mais différent des autres athlètes de passer directement en équipe senior? En fait, aujourd'hui, on va dire la course en ligne a un très très bon niveau international. Voilà, les mecs quand ils gagnent des médailles, ça me fait rêver. Quand moi on va dire en junior, j'ai fait 5e au championnat du monde. Quand j'ai intégré senior, c'était juste à la suite des Jeux Olympiques d'Athènes de 2004, qui avait été vraiment une hécatombe pour la Fédération française de canoë-kayak dans la discipline de course en ligne. Il y avait eu un seul kayakom aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, et du coup, en 2004, moi j'étais senior première année, donc dès 2005, la Fédération française de canoë-kayak a mis en place quelque chose pour les jeunes, dont je faisais partie. Donc c'est un espèce de programme jeune pour, on va dire, voilà, emmener un maximum d'athlètes aux Jeux de Pékin, décrocher les quotas, parce que vraiment en 2004, ça avait été l'hécatombe. Donc j'ai fait partie de ce programme-là, comme Max Beaumont d'ailleurs. On était en même temps sur le même programme. Donc dès senior deuxième année, je crois que je fais 5e au championnat de France élite en deuxième année de senior. Et donc j'ai intégré l'équipe de France senior et l'équipe de France moins de 23 ans, et on faisait vraiment les deux circuits en même temps. En quoi il consistait ce programme jeune? Et en fait, il consistait à emmener les jeunes avec les seniors sur tous les stages. Voilà, le but du jeu, je pense à l'époque du directeur des équipes de France qui s'appelait Christophe Rouffet, qui bosse toujours à la fédération d'ailleurs, c'était vraiment de transmettre un maximum de choses entre peut-être que tu n'as pas connu, mais Babak Amir Tamaseb, qui a été champion du monde en monoplace
pour les jeunes. Donc, on se retrouvait sur les mêmes stages en même temps, que ça soit en amont ou en aval des sélections équipe de France. Après, bien sûr, quand il y avait les équipes de France, il y avait un tri qui était fait. Mais même avant les sélections, les stages étaient complètement mutualisés. On était 10 kayakом sur le même stage à partager les entraînements de Babak Amir Tamasseb, ancien champion du monde. Et est-ce que ça, tu sens que justement ça t'a tiré vers le haut? Je pense qu'il y a eu des bons côtés et des mauvais côtés. Ça m'a tiré le haut, bien sûr, parce que moi, par exemple, je m'entendais super bien avec Babak. On a d'ailleurs couru les championnats du monde en K4 ensemble. C'était un peu bizarre. Il y avait des gens comme Babak, là, justement, qui étaient hyper heureux de transmettre leur expérience, où vraiment on sentait que leur devoir, il était là maintenant, c'était de transmettre cette notion de perf. Et il y en avait d'autres qui étaient un peu jaloux qu'on leur prenne leur place. Donc voilà, c'était un peu tendu. Non, c'était pas tendu, mais on pouvait pas forcément y aller à fond, quoi. Il fallait avoir un certain respect, quoi. Casser du vieux, on n'aime pas ça, quoi. Non, mais en fait, c'est un truc que je trouve assez, qui est pas bizarre, mais je sais pas comment on pourrait dire, insolite dans le kayak, qui est à la fois un sport individuel et à la fois un sport collectif via les équipages, en fait. Et ce qui fait que finalement, tout le monde se tire vers le haut, mais à la fin, il y a que quelques places, et donc forcément, ça met un peu d'animosité puisque tout le monde veut avoir sa place, veut gagner, etc. Donc c'est quand même, je trouve ça assez difficile psychologiquement, en fait. Ouais, ça demande une grosse permutation. Effectivement, les athlètes ont déjà dû en parler. Le jour des sélections équipe de France, on est tous adversaires et les meilleurs gagnent et voilà. Et le lendemain, on s'entraîne parce que la semaine d'après, il y a une Coupe du Monde à courir en K4. Donc, on devient plus adversaire mais coéquipier. Et ce changement, on doit le faire en l'espace d'une nuit, quoi. Voilà, on a une nuit pour permuter de cerveau, c'est assez bizarre. Ouais. Donc là, tu fais partie du groupe jeune qui met en place, etc. Donc j'imagine que c'est pour les Jeux de 2008. Ouais. Comment ça se passe, toi, les Jeux de 2008? Est-ce que tu y participes ou est-ce que il faut laisser la place à d'autres? Eh ben, du coup, moi, je fais les championnats du monde en 2005. En 2005, je fais 9e au championnat du monde en 4 places. Donc plutôt bonne perf, quoi, finalement, pour une première année, 9e au championnat du monde. En 2006, on doit faire 10e au championnat du monde, toujours en 4 places. Et en 2007, c'est l'obtention des quotas. Donc au championnat du monde 2007, faut faire dans les 8 premiers pour décrocher le quota, enfin en tout cas pour sélectionner le bateau pour aller aux Jeux Olympiques. Et en 4 places, on fait 10e. Donc on n'a pas réussi à sélectionner le bateau pour les Jeux Olympiques. Donc je suis resté à la maison. Et du coup, en 2008, j'ai pas fait la saison senior. Enfin, si, j'ai fait la saison senior Coupe du Monde et Championnat d'Europe, mais je suis pas allé aux Jeux Olympiques. Et j'ai fait la saison moins de 23. Parce que j'étais encore moins de 23 ans en 2008. Ah ouais, t'étais encore bien jeune. Ouais, finalement, ouais, 2008, j'avais encore 23 ans. Donc voilà. Est-ce que tu vis ça comme un échec ou pas, vu que t'es jeune? Non, je vis pas ça comme un échec parce que j'ai 23 ans et encore j'ai toute ma carrière devant moi. Donc vraiment, je vis pas ça comme un échec parce qu'il y a encore toute la saison internationale, voilà, Coupe du Monde, Championnat d'Europe senior, Championnat d'Europe moins de 23 et ainsi de suite. Donc je vis pas du tout ça comme un échec. Et puis bon, en 3 ans de passer de rien à 10e au Championnat du Monde senior, voilà, c'est correct. Je pense qu'il y a pas mal de mecs de 20, 21, 23 ans qui aimeraient bien faire dans les 10 premiers au championnat du monde senior. Donc ça nous amène 2008. Qu'est-ce que tu fais après 2008? Est-ce que tu te mobilises à fond pour les Jeux de 2012? Eh ben, assez simple. 2008, on me dit que j'ai plus d'avenir au Pôle Espoir de Dijon. Et en même temps, je viens de terminer ma licence au STAPS de Dijon avec sûrement que tu connais, Gilles Cometti en directeur de promo, des gens comme ça.
Donc, je suis un peu forcé d'aller à Nancy et le changement est bizarre. Le changement est bizarre, ça chamboule tout et là, j'ai beaucoup de mal en 2009, quoi. Je passe à côté des sélections, voilà. C'est pas Comment terrible. tu expliques ça, le changement d'atmosphère, d'endroit, etc. T'arrives pas à trouver tes repères? Ouais, exactement. Exactement. En fait, au Pôle Espoir à Dijon, on est une bande de potes. On est une bande de potes et je veux dire, on vit une vraie vie d'étudiant à fond la caisse. On s'entraîne comme des acharnés. Il y a une solidarité de dingue. Faut prendre un petit exemple. Moi, mon dossier de fin de licence, on passe la nuit de la veille de la soutenance à le faire avec 5 potes en volant les clés du comité régional pour pouvoir imprimer les documents. Enfin bref, c'est juste un exemple d'une espèce de solidarité. On est des potes, on s'entraîne comme des dingues et celui qui rentre pas en équipe de France, ben, en fait, c'est celui qui est nul et il y en a extrêmement peu. Sur la dizaine d'athlètes, je pense qu'il y en a qu'un seul qui rentre pas en équipe de France à ce moment-là. Et donc du coup, quand je suis forcé d'aller à Nancy en 2009, et ben tout ça, ça s'arrête quoi. J'ai plus mes potes, j'ai plus cet entourage et j'arrive dans une espèce de grosse machine là où il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas d'individualisation quoi. Tout le monde fait la même chose, donc c'est compliqué. Tu retrouves pas d'autres athlètes qui sont en équipe de France à qui tu pourrais t'entraîner et avoir cette émulation que tu avais à Dijon? Ouais, il y a ça et puis il y a aussi les entraîneurs, il y a l'entourage, il y a les gens qui gravitent à Dijon. On avait énormément de soutien. Il y avait vraiment un comité régional Bourgogne qui était dingue, quoi. Quasiment tous les week-ends, on était en week-end de club élite. Le week-end club élite, c'était tous les meilleurs athlètes kayakistes de Bourgogne qui se retrouvaient pour des week-ends d'entraînement. Donc il y avait vraiment une émulation de dingue. Et quand je pars de Bourgogne, bah, tout ça, ça n'existe plus, quoi. Donc on arrive dans un truc bateau, dans une espèce de grosse machine qui peine à se mettre en route finalement, quoi. Et est-ce que cette machine se remet en route? Et ben cette machine, elle déraille un peu en 2009 et en 2010. J'ai besoin de prendre l'air, donc je vais sur la longue distance. Voilà. En fait, fin 2009, j'arrive pas à rentrer en équipe de France. Je suis vraiment aux portes de l'équipe de France. Hein, je suis le premier pas pris. Euh, j'arrive pas à y rentrer. Donc, du coup, il y a le championnat de France de marathon qui se fait vraiment à la fin de la saison, au mois de septembre, ou même au mois d'octobre. Donc, une fois que la saison de course en ligne est terminée, et ben, je vais faire ce championnat de France de marathon et je fais quatrième. Et ouais, cool, pour une première distance, voilà, ça se place plutôt bien. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Donc voilà, en 2010, tout en essayant bien sûr de rester au contact de la course en ligne et de rentrer en équipe de France, et ben, je commence à me spécialiser un peu dans la longue distance. Pour ceux qui connaissent pas, quelle distance le marathon en kayak? C'est 30, on va dire entre 32 et 35 kilomètres. Avec des portages, c'est ça, si je comprends bien, si c'est pas de conneries. Ouais, avec des portages, c'est des boucles. Alors, le format change toujours un petit peu. Maintenant, je ne sais plus à quoi ça ressemble. Mais à l'époque, c'était des boucles de 6 ou 7 kilomètres avec un portage. Et le portage nous permet donc du coup de descendre de bateau, de, de dérouiller un peu les jambes et surtout de prendre les collations, eau et un petit peu de barre de gel énergétique pour pouvoir repartir. Ok. Et donc là, bah, donc tu finis quatrième, donc pour toi c'est plutôt prometteur, et donc tu décides de te spécialiser là-dessus. Ouais, ouais. En fait, j'ai ça dans un coin de ma tête. Alors, pour les sélections équipe de France de 2010, je me spécialise sur le 200 mètres, qui est une nouvelle discipline qui rentre au jeu en 2012. Donc voilà, dès 2010, on a les premières compétitions sur 200 mètres. Et là aussi, je m'exprime bien. Je suis quatrième français. Donc j'arrive bien à m'exprimer sur 200 mètres. Mais on va dire que devant moi, j'ai trois gros cadors qui s'appellent Maxime Beaumont, Sébastien Jouve et Arnaud Ibois.
Par exemple, en 2010, cette année-là, je crois que Maxime Beaumont fait 4e au championnat du monde en monoplace et Arnaud Ibois et Sébastien Joub sont champions du monde en K2. Donc moi, je suis remplaçant, donc je reste à la maison. Ouais, mais derrière trois bêtes, quoi. Ouais, voilà, derrière trois mecs qu'on clairement, hein, ils ont dominé le 200 mètres jusqu'en 2014 ou 2000, même après 2014-2015, ils ont dominé clairement le niveau français, mais aussi le niveau mondial. C'est-à-dire que quand ils faisaient pas une médaille en Coupe du Monde ou au Championnat du Monde ou au Championnat d'Europe, c'était une contre-perf, quoi. Donc voilà, moi je suis toujours resté un peu derrière ces trois cadors. Alors je les regardais à la télé et en même temps quand je me disais bah t'es quatrième derrière ces trois mecs qui grimpent sur les plus hautes marches de podium, bon ça veut dire que j'ai pas trop un niveau dégueulasse, j'ai pas trop à rougir quoi. Mais c'est marrant de justement cette polyvalence entre le 200 mètres et le marathon parce que tu continues aussi le marathon finalement. Et oui, bah oui, parce que du coup, comme les sélections sur marathon se font après les sélections sur le sprint, et ben voilà, le lendemain du sprint, quand j'arrive pas à battre un de ces trois cadors là, et que je sais que je vais rester à la maison, je bifurque sur le marathon. Mais en fait, le marathon, c'est 32 km 800 avec un sprint à la fin pour les 200 derniers mètres. Ouais, mais j'imagine qu'il y a d'énormes différences en termes d'entraînement entre préparer le 200 et préparer un marathon. Ouais. C'est ultra différent. Mais je sais pas, j'ai toujours performé. J'ai toujours finalement très bien performé parce que pendant un moment, par exemple en 2010, je suis champion de France sur le marathon en monoplace. Et en même temps, je fais quatrième aux sélections et au championnat de France sur 200 mètres. Donc, j'ai toujours eu cette polyvalence-là. Je l'explique pas trop, quoi. Je sais pas trop. Et comment ça se passait à l'entraînement pour essayer de concilier les deux? Est-ce que les compétitions, les championnats de France et les sélections étaient tellement espacés que tu pouvais vraiment changer d'entraînement ou finalement t'essayes de tout mixer? Non, alors j'ai vraiment, quand je préparais les sections du sprint, je faisais vraiment que de l'entraînement spécifique sprint. Et finalement, on va dire, c'est la semaine après les sélections de sprint où je me mettais en format marathon. J'ai jamais mixé. J'ai toujours fait les choses à fond. Dans une discipline ou dans l'autre, j'ai jamais mixé quoi. Parce que mixer, ça serait synonyme de déjà mettre un pied dans la défaite sur l'une ou l'autre des disciplines. Donc, j'ai toujours mis toutes les chances de mon côté pour réussir. Est-ce que quand tu fais champion de France de marathon, tu enchaînes avec des compétitions internationales en marathon? Alors, les championnats de France de marathon avaient lieu au mois de septembre, donc c'était à la fin de la saison de marathon. Donc effectivement, je suis champion de France en 2010 devant Cyril Carré en monoplace. Mais ça, c'était vraiment à la fin de la saison. Et auparavant, j'étais rentré en équipe de France de marathon au mois de mai. Et j'avais gagné 3 Coupes du Monde. Donc j'étais en biplace avec Edwin Lucas. Et on avait gagné 3 Coupes du Monde et on avait fait 6e au championnat du monde. Voilà. Ok, ouais, donc super, quoi. Ouais, en marathon, la première compétition internationale que je fais en marathon, c'est une Coupe du Monde et on la gagne. Ouais, donc là, est-ce que à ce moment-là, tu as quand même toujours l'ambition du 200 mètres et des Jeux Olympiques où tu te dis finalement au marathon, ça marche tellement bien que je peux viser, je sais pas, le titre champion du monde? Non, j'ai toujours le marathon, c'est pas olympique et les 5 anneaux, ça m'a toujours attiré. Donc j'ai la priorité, ça reste quand même un peu la course en ligne, même si je sais que du coup cette porte de sauvetage qui est le marathon, elle est belle. Elle est belle et elle est accessible. La priorité, ça reste quand même les Jeux et viser les Jeux de 2012. Et comment ça se passe alors pour les Jeux de 2012 pour toi? Ça se passe que je suis remplaçant derrière les 3 cadors. Ah merde. Je n'ai pas bougé de place, je suis resté 4e français voilà, en 2009, 2010, 2011, 2012. Ok, ouais, donc sur le 200 mètres, ouais.
Et t'avais pas la possibilité entre guillemets de te reconvertir sur, je sais pas si le K4 était qualifié en 2012. Non, le K4 n'était pas qualifié en 2012. Non, non. Ok, ouais, donc t'étais encore une fois bloqué pour Ouais, les bah, jeux, quoi. il y avait trois places. Il y avait trois places, un bateau biplace et un bateau monoplace pour les Jeux. Fallait faire partie des trois premiers Français pour y aller, quoi. Et les copains sont super bons et je suis très content pour eux parce que bah voilà, je suis la quatrième roue. Donc par contre, je faisais les stages, hein, je faisais les stages d'entraînement, je faisais toute la saison hivernale. J'étais un peu partenaire d'entraînement, si on peut dire. Mais quand je vois les trois premières roues du carrosse là, je me souviens notamment d'une Coupe du Monde où Maxime Beaumont gagne et Sébastien Jouff est troisième. Et le lendemain, en K2, Sébastien Jouve et Arnaud Ibois gagnent. Je crois que c'est une Coupe du Monde au Portugal. Moi, forcément, je regarde ça à la télé, sur YouTube. Bon, je suis pas dégoûté, quoi. Comment tu fais à ce moment-là, dans cette période-là, pour concilier justement ton métier d'entraîneur et ta carrière d'athlète avec tous les stages que ça implique a priori? Est-ce que tu as des dérogations Les... pour pouvoir aller t'entraîner et en même temps, j'imagine que c'est un peu compliqué comme situation? Ouais, c'est un peu le bourbier. Les journées commencent tôt, elles finissent tard. On compte pas les heures. Là, à ce moment-là, on n'est pas à 35 heures. On est à H24, 24 heures sur 24. Et j'ai toujours vécu mon métier d'entraîneur comme ça. Euh, ouais, effectivement, je m'entraîne deux, trois fois par jour. Ça me prend 4 heures de temps. Et le reste du temps, je suis entraîneur. Et tu t'entraînes quand? Alors, tu t'entraînes le matin avant que les autres arrivent au club, le soir quand ils sont tous couchés? Comment ça se passe? Voilà, généralement, je m'entraîne en fin de matinée. Voilà, je mange un peu à l'arrache et après, j'enchaîne les deux entraînements, on va dire plutôt à partir de 16 ou 17 heures et je termine à 21 heures. Ok, et donc ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Ouais, tout le temps, tout le temps. Et puis, bah, le week-end, on part en compète. Moi, je fais mes courses et puis je coach mes jeunes qui font les leurs. Est-ce que tu arrives à obtenir des bons résultats avec les jeunes justement que tu coaches? Oui, ouais. J'ai fait rentrer des athlètes en équipe de France, surtout avec les jeunes en fait. Je me suis jamais trop occupé des seniors, mais avec les jeunes, oui, je fais rentrer des athlètes en équipe régionale, des athlètes qui font des médailles au championnat de France minime et des athlètes qui rentrent en équipe de France junior. Euh, Toi, qui as l'expérience en tant qu'entraîneur de kayak, au bout de combien, donc c'est ma question habituelle, si tu as écouté d'autres épisodes, tu dois avoir un peu, tu la connaître. C'est au bout de combien de temps les athlètes tiennent dans un vrai bateau de course en ligne? Combien de temps il leur faut en général pour, on va pas dire être à l'aise, mais pouvoir s'exprimer dedans, en Ah, moyenne? j'ai vraiment envie de dire que ça dépend un peu des gamins. Déjà, ça dépend du gabarit. Plus un gamin est grand et lancé, plus il aura de difficultés parce qu'il ne sera pas forcément à l'aise corps en termes de proprioception avec son corps. On va dire au bout de 2 ans et demi, 3 ans de pratique, vraiment, pour, euh, pour vraiment savoir pagayer dans un bateau de course en ligne. Parce que dans un bateau de course en ligne, j'ai envie de dire qu'en 2 mois, on peut tenir dedans. Mais pagayer correctement dans un bateau de course en ligne, ça prend beaucoup plus de temps. Et est-ce que tu fais partie de l'école de ceux qui pensent qu'il faut faire de l'eau vive pour tenir dans un bateau de course en ligne et être plus à l'aise? Alors, pas forcément de l'eau vive, parce que déjà, on n'en a pas forcément les moyens. Le club qui est au bord d'un lac, ça va être compliqué d'aller chercher de l'eau vive. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la pluridisciplinarité pour les jeunes, je pense que c'est vraiment le top. Dans le sens où en course en ligne, on apprend à aller vite. En descente, on apprend à être stable et à faire les choses avec les éléments. Et en slalom, on apprend à s'adapter à l'instant T parce qu'il faut passer la porte ou il faut passer le piquet. Donc moi, ouais, je suis vraiment pour essayer et maximiser les choses pour faire en sorte qu'on touche à tout et qu'on fasse du kayak dans sa forme générale avant de se spécialiser dans une discipline ou une autre. Est-ce qu'à Nancy, vous aviez accès à ces trois disciplines ou vous faisiez des stages exprès pour goûter à ces disciplines-là apparentées à la course en ligne?
Alors, à Nancy, on a une énorme chance. C'est un pôle nautique très beau, avec énormément d'outils. Et du coup, on avait le luxe d'avoir une rivière artificielle de 400 mètres au bord du club. Ah ouais, Donc, ouais. on avait non seulement un plan d'eau, une retenue d'eau au-dessus d'un barrage qui faisait 7 km de long, et le dénivelé de ce barrage était utilisé pour faire une rivière artificielle de 400 mètres. Donc, c'était le top pour l'enseignement du kayak. Euh, j'ai l'impression sur les photos que t'es assez grand et assez lourd. Parce que là, ça me revient tout à l'heure, tu me disais que quand on est grand, bah, c'est un peu plus dur, etc. Notamment chez les jeunes. Et en marathon, j'ai l'impression qu'il faut être assez léger quand même. C'est quoi Ouais, ton gabarit exact? on va dire, quand j'étais athlète, 1m92, 92 kg. Ah ouais, donc t'étais hyper lourd pour le marathon alors. Ouais, je suis hyper lourd, mais par contre, je suis bien costaud pour les sprints. Donc, c'est ce que me reprochaient souvent mes adversaires quand on n'était pas coéquipiers, c'était de gagner les marathons au sprint. Donc, donc, je faisais constamment ça. C'était voilà, j'étais fort là-dessus, et quand j'arrivais quand même régulièrement à tourner la course à mes avantages. Voilà, on était en groupe jusqu'à la fin, et comme je suis sprinter aussi, et que j'étais bon sur 200 mètres, c'est pour ça que je disais souvent que le marathon, bah, finalement, c'est 30 km d'endurance pour 500 mètres de sprint à la fin. En fait, tu es le type qui se met dans la vague et qui à la fin fait le sprint. C'est ça que tu veux dire? Oui, oui, complètement. Complètement. Ouais, c'est C'est le mec qui exactement se ça. repose pendant la course, entre guillemets, et qui fait le sprint de fou, quoi. Ouais, ouais, exactement. Alors, j'ai gagné de plusieurs manières, mais en tout cas, ouais, c'était sur ce format-là, il n'y a pas grand monde qui pouvait me battre, parce que des mecs comme Max Beaumont, bah, eux, ils n'avaient pas forcément l'endurance pour tenir les 30 km. Donc, certes, ils étaient forts au sprint, mais ils n'étaient plus dans le groupe à ce moment-là. Alors que moi, j'avais vraiment l'endurance pour tenir les 30 bornes, et les capacités de sprint pour gagner à la fin. Est-ce qu'en tant qu'entraîneur de kayak, à Nancy, tu gérais aussi toutes les activités autour, comme la course à pied, je sais pas, le vélo, la muscu? Est-ce que c'est toi qui gérais ça aussi? Ouais, à Nancy, enfin, je pense qu'après c'est le cas dans beaucoup de clubs, mais le brevet d'État, donc j'avais déjà mon BE2. J'étais chargé de développement et de compétition. Donc, je me chargeais de gros projets d'investissement sur le pôle nautique, et je m'occupais des écoles de pagaie, donc les tout petits, et des compétiteurs. Donc, effectivement, quand j'entraînais, c'était muscule, course à pied, bateau, vraiment les trois, la préparation physique et la préparation technique en bateau. Comment ça se fait que la course à pied, c'est aussi populaire en kayak? Parce que moi, j'ai l'impression, avec mon avis de néophyte du sujet, mais que ça crève la course à pied en fait pour le kayak. J'aurais tendance à dire, putain, tu prends des chocs sans arrêt, ça repose pas tant que ça. Et pour l'aérobie, on pourrait faire des choses moins taxantes articulairement parlant. On pourrait faire du rameur ou tu vois, tu vois, non? Ouais, ouais. Quand je discute, alors c'est pas forcément que la course à pied, hein, je pense que la préparation physique est bien présente depuis longtemps dans la discipline du kayak de course en ligne. Je pense que c'est lié essentiellement aux saisons. On a une période de compétition qui s'étend de mars à octobre, et une période hivernale. Donc, du coup, une période hivernale qui est propice, non pas à naviguer, mais propice à faire de la préparation physique pour pouvoir être bon à partir du printemps dans le bateau. Donc, en fait, c'est une grosse période de développement des qualités physiques. Je pense que la course à pied, c'est aussi un choix économique, dans le sens où vous avez besoin que d'une paire de baskets, d'un cuissard, et hop, on peut aller courir et commencer une préparation physique. À partir du moment où on parle de vélo, de ski de fond ou des choses comme ça demande des coûts, ça demande des déplacements, ça demande du matériel. Donc là, c'est moins facile d'accès. Ok. Et pour la muscu, à partir de quand tu faisais commencer la muscu? À partir de quel âge? Comme il y a pas mal d'idées reçues sur le sujet, est-ce que tu disais, je sais pas, les trucs habituels pas avant 16 ans ou comment ça se passait? Non, je prenais énormément en compte la physiologie des gamins. De toute manière, on commençait toujours la musculation par du poids de corps, si on peut appeler ça de la musculation.
mais par des trucs basiques, traction, pompe, squat, flexion, voilà. Et après, on entamait vraiment de la musculation que dans un processus pour gagner des médailles et intégrer le haut niveau. Donc, on parlait de musculation que à l'intérieur d'une préparation physique complémentaire d'un projet de haut niveau. Et là, on pouvait commencer à partir de fin de cadet, quoi. Voilà, fin de cadet, 16 ans à peu près, c'est ça, ouais. Et est-ce que les entraînements à l'époque étaient orientés développé couché, tirage planche, comme tout le monde dit, ou est-ce que déjà tu avais ce truc de polyvalence, on va dire, d'être de renforcement général? Alors effectivement, orienté développé couché, tirage planche, parce que tout simplement parce que on avait, c'est plus le cas maintenant, je crois, mais avant, la Fédération française mettait des tests hivernaux de préparation physique, avec notamment du 5000 mètres en course à pied et un exercice de tirage de planche et un exercice de développé couché. Donc, effectivement, l'entraînement en musculation était bien orienté sur ces deux mouvements de tirade et de développé, ouais. Et bon, pour toi, j'ai pas l'impression, avec mon expérience personnelle, hein, que si t'es fort au développé couché et au tirage planche, tu vas forcément être rapide en bateau, quoi. J'ai l'impression que c'est quand même, on est quand même loin, loin de la spécificité du bateau, quoi. Non? Qu'est-ce que t'as remarqué, Ouais, toi? Est-ce que t'as remarqué que les plus forts étaient les plus rapides? Non, je te le fais pas dire. Il y a des choses, je pense qu'on a inventé, que notre fédération a inventé des choses sans trop d'expérience ou de tests physiologiques ou quoi que ce soit. J'ai eu la chance, quand j'étais au Pôle Espoir à Dijon, de 2005 à 2009, j'ai eu la chance d'avoir comme préparateur physique Nicolas Cabaret, avec peut-être que tu connais le centre d'expertise et de la performance qui a été. Oui, le CEP, j'ai tous les bouquins, donc je vois bien. Et ben voilà, moi j'ai fait ma préparation physique et je pense que c'est un gros avantage et c'est pour ça que j'ai été très fort très jeune en bateau. Voilà, j'ai été entraîné au CEP par Gilles Cometti. C'est Gilles Cometti avec Nicolas Cabaret qui faisait notre préparation physique. Donc là, on touchait vraiment quelque chose d'ultra pointu, d'ultra mesuré, fait pour aller vite en bateau. Et ça consistait en quoi? Est-ce que tu peux nous l'expliquer rapidement? On avait des tests de puissance très très réguliers pour mesurer la progression et puis après c'était des nouvelles méthodologies de musculation à travers les programmes bulgares ou des programmes complémentaires avec des parties barres et des parties machines à pagayer juste qui s'enchaînaient. Enfin, j'ai encore tous mes programmes, hein. C'était vraiment ultra pointu. Et ça, dans une très, très bonne ambiance, le CEP, c'est vraiment des souvenirs magiques. Et t'as pas réussi, entre guillemets, à mettre ça après en place? Car j'imagine que t'avais pas tous les outils de mesure quand t'es arrivé à Nancy pour entraîner? Non, effectivement, ouais. En fait, tout le CEP était équipé Technogym. Donc, avec à chaque fois qu'on tire une barre, on avait une mesure de puissance. C'est du matériel qui coûte cher, qui demande un gros investissement. Et je pense que ça, d'ailleurs, tout un panel Technogym comme ça, il ne doit pas y en avoir beaucoup, beaucoup en France. Ouais, mais je me souviens, c'était l'époque du Myotest, je crois, non? Ouais, exactement. Ouais. Ça te parle, ouais, c'est le petit boîtier orange et tout. Et maintenant, je sais pas si tu suis, mais t'as beaucoup d'accéléromètres, en fait, qui sont directement sur ton téléphone, en fait. Maintenant, avec un téléphone, Ouais, tu peux faire beaucoup de choses comme ça. Et le Myotest est tombé un peu dans l'oubli. J'ai vu que ça n'existait plus. Alors que j'avais mon petit Myotest à l'époque aussi pour faire des tests. Mais ouais, et puis on avait des tests de lactate. Enfin, vraiment, c'était ultra pointu et honnêtement, nos performances, elles étaient imprenables, quoi. Sur le Pôle Espoir de Dijon, voilà, sur la quinzaine d'athlètes qu'on était, les deux qui n'étaient pas en équipe de France, c'était les nuls de chez nuls, quoi. Après, je sais pas si c'est la Fédé en elle-même française qui est responsable de tout ça, parce que même quand tu regardes aujourd'hui les athlètes internationaux, t'en vois plein qui font des maxi au développé couché, des maxi au tirage planche, etc.
Alors certes, c'est impressionnant, mais je me dis bon, c'est quand même parce que si c'est ça qui faisait aller vite dans un bateau, je serais très rapide. Et je vois que c'est pas ça. Je vois que c'est pas ça. Donc, et je me dis, c'est peut-être un truc plus global, en fait, où on mélange un petit peu les disciplines. On se disperse un petit peu au lieu d'être centré sur l'objectif justement. Bah là, dans notre cas, kayak et aller vite en kayak, quoi. Ouais, je pense que je pense que le monde du canoë-kayak de course en ligne est fait de beaucoup de croyances et peine un peu à avancer dans le domaine de comment dire de l'expérimentation, le domaine scientifique. Alors je parle pas du tout du haut niveau, hein, parce que les mecs comme François During, c'est des cerveaux sur pattes qui bossent à l'UNICEF et ça c'est génial. Mais mais dans les clubs c'est un petit peu archaïque quand même un peu. Et moi j'en fais partie. Hein. J'ai été entraîneur de club, donc je sais ce que c'est. Voilà, on fonctionne un peu à l'ancienne, quoi. Voilà. Ça a fonctionné avant comme ça, donc pourquoi on chercherait un peu à faire différemment? Ouais, non, mais ce que tu dis m'étonne pas. Moi, j'ai côtoyé plusieurs milieux un peu de haut niveau, et c'est vrai que quand t'as un truc qui marche depuis des années, c'est difficile de le remettre un peu en question parce que ça a marché sur des athlètes qui ont fait peut-être des médailles au championnat du monde, etc. Et donc tu te dis bon bah tout le monde va faire ça et puis on verra bien qui survit. Tu vois, il y a pas cette part d'individualisation, mais en même temps pour qu'elle ait lieu, il faut, comme tu l'as dit, il faut, j'ai envie de dire, il faut du budget parce il faut des personnes compétentes, il faut le matériel pour, etc. Et c'est tout de suite pas du tout les mêmes dépenses. C'est pas les mêmes Ouais, ouais, dépenses. le kayak dans son ancrage mental est quand même très lié à la descente de rivière avec le pique-nique sur le banc de sable, voilà. Donc sortir de ce format pour aller chercher un format économique qui va permettre d'aller plus loin dans la perf, dans la recherche scientifique et ainsi de suite. C'est, on va dire que c'est assez loin des valeurs que le kayakiste a à son départ, quoi. Quand tu entraînais les jeunes, qu'est-ce que tu remarquais comme défaut technique qui revenait le plus souvent? Mes jeunes, c'était les meilleurs du monde, c'était top, donc il y avait zéro défaut. Non, le défaut technique, peut-être ne pas assez prendre son temps et penser au coup de pagaie de manière générale et pas forcément au coup de pagaie qu'on met à droite et après qu'on met à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Le jeune pense souvent au pagayage sous sa globalité et pas comme une unité de pagaie droite puis gauche. Ok, ouais, en fait, il pose pas ses coups, c'est ça que tu veux dire? Ouais, exactement. Exactement. Souvent, le pagayage sert à équilibrer, et alors que forcément, je sais pas, par exemple, si on prend un pourcentage, le gamin qui va donner un coup de pagaie, il va y avoir 60% de propulsion dans son coup de pagaie et 40% du coup de pagaie qui va servir à s'équilibrer, alors que à même puissance, avec un peu plus d'équilibre, avec un peu plus de concentration et de placement, il arriverait à aller beaucoup plus vite en mettant 95% de son coup pagaie au service de la propulsion et que 5% au service de l'équilibre. Mais moi, justement, comme je suis débutant, cette notion d'équilibre, en fait, est un peu difficile à comprendre parce que j'ai l'impression que plus je vais mettre un gros coup et plus je vais devoir lutter pour la stabilité, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, mais il y a une grande marque qui fait du caoutchouc qui dit que la puissance n'est rien Sans la maîtrise. sans maîtrise, la puissance n'est rien. Voilà, c'est ça. Et ben, on est en plein dedans, ouais. On est en plein dedans. Ouais, ouais, je vois le truc. Si je veux mettre le plus gros coup possible, en fait, je vais pas le mettre parce que ça va me foutre en l'air, en fait. Ouais, ouais, généralement, quand tu mets un gros coup de pagaie à gauche, tu vas à droite. Tu risques de tomber à l'eau à droite. Ouais, ouais. C'est quelque chose qu'on repère beaucoup chez les enfants. Et ben pour ça, alors, je veux pas te dire que tu es vieux, mais pour ça, moi, mes gamins, clairement, on faisait les ouaves, quoi. On faisait les ouaves, on se mettait debout dans le bateau de course en ligne, on tombait, on remontait dans le bateau, je leur faisais des vagues en bateau moteur. Le but du jeu, c'était tenir la pagaie en l'air pendant que la vague passait sous le bateau. C'était, je faisais vraiment ça, quoi. Vraiment, on faisait les ouaves, ça permettait
ou en tout cas, je pense que ça permet toujours d'acquérir de la stabilité tout en rigolant bien, quoi. Ouais, parce que j'ai l'impression que cette stabilité, elle est vraiment très très fine en fait. C'est vraiment un truc très fin, comme Ouais. disait Amandine quand je l'ai interviewée. Un coup, elle a compris le truc, mais c'est vraiment très fin, quoi. Tu peux pas être, je sais pas comment on peut dire, tu peux pas être Non, en muscu, tu vois, pour imager. Bah voilà, tu as fait de la muscu, donc tu vois bien, tu gagnes tout pour être fort. Et ouais. là, c'est pas tout à fait pareil. Il faut vraiment être plus fin dans le gainage, dans le. Donc c'est ça qui est, C'est, pour moi, qui est difficile c'est, aujourd'hui. c'est vraiment affaire de sensation. C'est vraiment de la sensation pure. Enseigner de l'équilibre, c'est quand même très, très compliqué. Ouais, je vois bien le truc. Je vois la difficulté je vois la difficulté. Et est-ce que toi, Ouais. justement, en plus de te faire travailler dans le bateau, est-ce que tu as remarqué que les exercices en dehors du bateau pour travailler l'équilibre, ça aidait ou pas? J'ai l'impression, de mon expérience, que ça aide pas plus que ça. Mais quelle est ton expérience, toi, d'entraîneur de ce côté-là? Il y a eu une mouvance un petit peu pendant un moment, je ne sais pas si elle est toujours actuelle, sur les Swiss Balls, sur des choses comme ça. Euh, je, je suis un peu comme toi, j'en suis pas forcément persuadé, quoi. Je, je peine à valider les choses qui sont pas mesurables. Ouais, bah. Et donc, acquérir de l'équilibre en travaillant la technique de pagayage sur un Swiss ball ou sur des choses comme ça, je vois pas comment tu peux mesurer la progression. Et là, je peine un peu à accrocher là-dessus, quoi. Ouais, parce que en fait, j'ai l'impression que sur une Swiss ball ou sur un Bosu ou n'importe, en fait, le mouvement, tu peux l'anticiper, en fait. Oui, exactement. Alors que sur l'eau, bah en fait, t'as une rafale, tu l'anticipes pas vraiment, quoi. T'es là, d'un coup, t'as une rafale, ou je sais pas, t'as un bateau qui te passe devant, un bateau à moteur, tu sais, tu anticipes pas vraiment, quoi. Ça se fait d'un coup, quoi. Donc, Non, non, ouais. donc j'ai Je l'impression pense qu'il y a que une grosse c'est différence, quoi. je pense que c'est plutôt affaire d'adaptation plutôt que voilà. Alors après, et- alors ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai fait un peu de slackline pendant un moment, donc je suis très très stable dans un bateau de course en ligne. Hein. J'arrive à me mettre debout dans mon bateau sans problème. Mais par contre, je suis incapable de tenir debout dans une slack, sur une slackline. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, tout à fait. Euh, C'est la corde très très fine et tu marches dessus voilà, comme sur une poutre, mais c'est beaucoup plus fin qu'une poutre et c'est beaucoup plus instable. voilà. Et pourtant, on est sur quelque chose de mouvant, comme le kayak. On est sur les pieds, mais je suis incapable de tenir debout sur une slack. Donc, je pense que vraiment, ce qu'on sent dans le bateau, c'est lié uniquement au bateau et c'est pas retrouvable dans quelque chose d'autre. Bah, c'est ce que je pense aussi. J'avais acheté l'année dernière une Indoboard. Je sais pas si ça te parle. Pareil, Oui, oui, oui. ouais, tu vois, voilà, j'avais acheté ça pour en faire un peu. Et pareil, j'ai pas l'impression que ça se transfère beaucoup, même si j'ai plus d'équilibre sur l'Indoboard après. Mais mais Ouais, c'est mais drôle. est-ce que cet équilibre sur l'indoboard que tu vas acquérir en pratiquant, bien sûr, est-ce que elle va te donner de l'équilibre dans ton kayak? Tu vois, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Ouais, transfert ouais, entre ces différentes notions. ouais, je suis pas sûr, pas sûr non plus. Pour continuer sur ta carrière, Ouais. donc 2012, donc tu es remplaçant de luxe. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis bon, 2016 c'est pour moi, je mets le paquet, ou tu te dis bon, deux fois remplaçant, les cadors continuent, qu'est-ce que je fais? Ouais, exactement. Je me pose un peu la question. Donc jusqu'en 2012, je fais partie de l'équipe de France de marathon. Donc entre 2010 et 2012, je dois gagner peut-être 5 ou 6 coupes du monde. Je suis vice-champion du monde aussi, champion d'Europe en marathon. Donc ça se passe bien. J'ai une belle trajectoire en marathon, c'est cool, ça se passe bien. 2012, je suis remplaçant au jeu. Et, euh, et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à devenir un peu plus entraîneur qu'athlète. Voilà. Après 2012, j'ai peiné à me mettre un peu dedans. J'ai arrêté le marathon parce que du coup, j'avais été vice-champion du monde et champion d'Europe et j'avais fait des belles choses. Donc c'était cool. Et, euh, et je voulais vraiment intégrer le sprint pour 2016 sur le 200 mètres. Donc en 2013 et 2014, je fais encore partie du groupe élite en 200 mètres.
Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe pour 2015? Alors, entre-temps, mon président de club de Nancy, qui est une personne que j'admire, qui s'appelle Philippe Kowalski, qui est capable de bouffer une entrecôte à 3 heures du mat à côté, avec une quille de rouge, qui a jamais mis le cul dans un kayak, qui est président d'un comité départemental olympique et sportif maintenant. Il sent bien que ça va être un peu compliqué pour moi d'aller aux Jeux en 2016 parce que les 3/4 ils sont là et puis ils sont forts, quoi. Enfin voilà, donc si je joue aux Jeux, c'est pour gagner l'or, quoi. Parce que ça veut dire que je serai meilleur qu'eux et eux ils sont capables de gagner la médaille, donc si je les bats, c'est pour gagner. Donc et puis j'en ai pas le niveau, faut être honnête. J'ai pas le niveau d'une médaille olympique. Donc, ce président, Philippe Kowalski, me met au défi. Donc, j'étais entraîneur à Nancy. Donc, lui, il était président du club à Nancy. Et me met au défi d'emmener quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un du club aux Jeux en 2016. Voilà, c'est le défi que j'ai en tant qu'entraîneur. C'est ma mission. Ok, et alors j'allais dire, ça tombe bien puisque Amandine revient dans le milieu. Et ouais, à cette époque, elle était même pas là. Donc c'est en 2012 que je mets en place mon espèce de centre d'entraînement du club de Nancy avec mes meilleurs athlètes. Je constitue un groupe d'une 15aine d'athlètes. Et le but du jeu, dont je fais partie d'ailleurs, parce que je suis toujours athlète, et le but du jeu, c'est d'en emmener un de ces 15-là au jeu en 2016. Est-ce que tu as une idée de celui qui a le plus de potentiel pour y arriver? Absolument pas. Absolument pas. Et je me dis, à ce moment-là, je lis beaucoup de choses sur notamment la gestion des handballeurs via Claude Onesta, qui est un exemple d'entraîneur formidable pour moi. Je lis beaucoup de choses sur le biathlon aussi, sur Martin Fourcade. Et parce qu'à cette époque-là, il y a Martin Fourcade, mais il y a aussi des mecs comme Quentin Fillon-Maillet, des mecs comme ça qui sortent juste de derrière. Donc, je suis très curieux de l'organisation de ces deux mondes-là. Donc, je m'en inspire et je constitue mon groupe d'athlètes dont je fais partie. Et le but du jeu, c'est d'emmener ce groupe le plus haut possible jusqu'en 2014-2015 et en 2015 d'en extraire un ou plusieurs qui ont le potentiel d'aller au jeu. Et alors, comment ça se passe déjà ce groupe d'entraînement? Est-ce que tu te dis, il y a 2 entraînements par jour, il y a tel muscu tel jour, etc. Est-ce que c'est vraiment, tu professionnalises le groupe? C'est un groupe commando, clairement. C'est un groupe commando. Tous les jours, on repousse les limites. Tous les jours, on s'entraîne plus dur que la veille. Toutes les vacances, on fait des stages plus durs que les précédents. Et ça amène tout de suite beaucoup de perfs. J'ai Amélien Marchal qui intègre les équipes de France junior en marathon, qui fait 6e au championnat d'Europe. J'ai des Martin Arter en canoë qui intègre l'équipe de France junior. Donc vraiment, cette espèce de groupe commando, c'est un groupe hyper solidaire. Et ça marche bien, quoi. Vraiment, ça envoie du pâté. Et Nancy devient le 6e club français à ce moment-là, parce qu'on récolte des médailles à tir à l'arigot au championnat de France, quoi. Et du coup, ça attire. Comment il évolue ce groupe? Et ben, il évolue en grandissant. En fait, c'est un groupe qui était un peu restreint à la base, et petit à petit, je récupère. Parce que du coup, ce petit groupe marche, il fonctionne, il carbure, il envoie du pâté, et puis en plus, ça vit bien, quoi. Je veux dire, c'est un vrai groupe. C'est pas un groupe d'entraînement, c'est un groupe de vie. Donc, j'ai des athlètes qui partagent la même chambre, j'ai des athlètes qui partagent le même lycée. Je mets une section sport-études en place. Voilà, c'est vraiment un groupe de vie. Et en fait, j'ai plein d'athlètes extérieurs, que tu connais d'ailleurs, qui viennent se greffer au groupe, qui changent de club pour venir s'inscrire au club de Nancy et intégrer ce groupe de commando là. Je pense à, par exemple, Francis Mouget qui envoie du pâté en ce moment. Et ben voilà, il a intégré Nancy, je sais plus en quelle année, pour venir s'intégrer au groupe de commando.
Ok. Et donc ce groupe, tu l'appelais le groupe Commando alors. Ouais, alors c'est ce groupe commando, il y a vraiment que moi qui l'appelais comme ça et personne ne savait que ça s'appelait comme ça. C'était le groupe d'entraînement, mais voilà, personne l'appelait commando. Mais moi, dans mon esprit, c'était le but du jeu, c'est d'envoyer quelqu'un au jeu de ce groupe en 2016 à Rio. Et donc ça, tu le fais pendant 3-4 ans, ce groupe? Et ben, on le fait de la saison 2013 à la saison 2016. Et donc le Voilà. groupe grandit, tu dis ça évolue, etc. Est-ce que finalement il y a des gens qui vont au jeu dans ce groupe? Et ben, dans ce groupe, donc ce groupe, il a commencé en 2012 exactement, vraiment les tout débuts du groupe. Et dans ce groupe, il y a une nana qui s'appelle Amandine Lott, qui a intégré ce groupe-là en cours de marche, fin 2013, on va dire, que je connais bien. Et donc, à la naissance du groupe, Amandine ne faisait pas partie de ça, hein. Elle avait arrêté le bateau. Elle avait arrêté le bateau en 2008. Voilà, suite à des problèmes physiologiques. Elle avait arrêté le bateau et quand elle a vu ce groupe fonctionner, parce que Amandine, c'est ma compagne, on vit ensemble, pardon, c'est pas pour ça que je tousse, hein, on vit ensemble et elle a vu ce groupe fonctionner et elle a eu, ça lui a donné envie de se remettre au bateau. Voilà. Donc au démarrage du groupe, elle faisait pas partie de ce truc-là. Mais toi, tu t'entraînais avec eux ou t'étais en bateau à moteur à les suivre? Les deux. Moi, je m'entraînais avec eux et j'étais en bateau moteur. J'allais dire, si tu t'entraînais avec c'est eux, à ce moment-là. ton niveau a peut-être monté aussi en t'entraînant avec eux, non? Ouais, exactement. Moi, les jeunes m'ont boosté, hein. Moi, j'ai boosté les jeunes parce que je leur donnais exemple, mais eux aussi m'ont boosté avec leur fraîcheur, avec leur comment dire, c'est pas le bon mot, mais avec leur aspect léger pour prendre les choses, quoi. Tout le monde a progressé, clairement. Et donc, Amandine va au jeu. Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, tu es satisfait du résultat des jeux? Donc Amandine a réintégré le groupe en 2012 et en 2014 elle s'est remis vraiment très sérieusement aux choses et il y a que en 2014 fin 2014 qu'on a identifié l'athlète qui avait le potentiel d'aller au jeu. Donc c'était Amandine et voilà, Amandine a décroché le quota en 2015 au championnat du monde à Milan et puis elle a fait partie du train pour à Rio et donc moi j'étais son entraîneur. Non, je suis pas satisfait du résultat, mais avec un peu d'années de recul, le résultat c'est qu'une place marquée sur un bout de papier. C'est rien d'autre que ça. Le résultat c'est 1 minute 30 de course dans une carrière sportive, donc c'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important c'est ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris et comment on retranscrit les choses maintenant dans notre vie sociale, privée et professionnelle. C'est tout ce qu'on a appris en tant qu'entraîneur, en tant qu'athlète. Et ben en fait, c'est pas forcément utile le jour J parce que, comme tu disais, il y a une rafale de vent, on la prend et ça nous déstabilise. Mais faut pas, comment dire, à mon avis, il faut pas discréditer toutes ces évolutions et les soumettre à une seule rafale de vent, quoi. Tout ce qu'on a appris, c'est valable aujourd'hui dans notre vie de manière générale. Toi, à ce moment-là, Donc, ouais. tu fais pas les sélections pour les Jeux de 2016? Si je fais les sélections et je dois terminer, je crois que je suis remplaçant pour les Jeux de 2016 aussi. Ok, donc tu étais un habitué du remplacement alors. Sans dire de bêtises, je sais plus, je dois être tout proche de la place pour aller au jeu. Je ne sais plus si je suis remplaçant ou pas, j'ai un peu oublié. Mais ouais, je dois faire juste derrière Max Beaumont au pige ou juste derrière Seb Jouve et Max Beaumont, un truc comme ça, ouais. Je crois que de toute façon, il y a toujours Arnaud, Seb et Max. Et ils arrêtent juste après 2016, donc moi, je dois être 4e. Ouais. Et est-ce que le fait qu'Amandine ait été au jeu, alors c'est une question, je suis pas sûr que tu aies une réponse, mais
est-ce que c'est aussi gratifiant finalement que d'avoir fait les jeux individuellement, d'avoir un athlète qui fait les jeux en même temps c'est ta compagne, donc il y a un peu plus d'affect, mais que ton athlète fasse les jeux, est-ce que c'est équivalent à participer aux jeux? Non, c'est pas équivalent. Mais ce qui est sûr, c'est que ce projet-là, il a été construit à deux avec Amandine. C'est pas, c'est un projet vraiment co-construit. C'est un défi co-construit. Donc ouais, c'est quand on voit sa compagne qui est en même temps son athlète, surtout après tout ce qu'elle a vécu, mettre la plaquette de porte-numéro et aller à la course au sabot de départ des Jeux Olympiques, ouais, là, ça envoie du bois quand même. Et est-ce que tu as pu aller au jeu en tant que spectateur? Et oui, moi, je me suis payé mon petit billet d'avion et j'y étais en tant que spectateur officiellement. Ouais. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est bien en tant que spectateur? Parce qu'a priori, les athlètes disent qu'ils ont le temps de rien voir, ils sont dans la compétition, etc. Est-ce que toi, en tant que spectateur, tu as vécu une autre expérience où tu as pu profiter un peu de tout? J'ai profité de tout. Les nuits étaient courtes, de manière à pouvoir et vouloir profiter de tout. C'est un truc formidable, les Jeux Olympiques. C'est à peine descriptible. C'est vraiment énorme. C'est très beau. Je veux dire, beau physiquement, mais aussi mentalement. C'est vraiment des belles valeurs, quoi. Finalement, il n'y a pas trop de triche là-dessus. Les valeurs qui sont celles du CIO sont vraiment celles qu'on voit sur place en tant que spectateur ou à moitié entraîneur ou à moitié participant. Enfin, je sais pas comment on peut le dire. Mais non, c'était chouette. Ouais, ouais, c'était chouette. Comment ça se passe pour après les jeux pour toi? Est-ce que ce coup-ci tu te dis bon 3 fois remplaçant, hein, je prends ma retraite ou sportive ou je continue pour 2020, c'est 2021 maintenant. Qu'est-ce que tu te dis? Non, moi je suis très réaliste. Je me mens pas à moi-même. En étant à fond, j'ai loupé le coche. La force de l'âge est passée. Je vois pas ce que je peux mettre en place de plus. Donc c'est tout simplement que voilà, il y a des gens qui peuvent y aller, qui ont les capacités d'y aller. Ben moi, peut-être qu'il me manquait un peu quelque chose pour y aller. Peut-être que j'ai fait des erreurs, je sais pas. Mais en tout cas, je suis né en 85, y aller en 2020 à 35 ans, je voyais pas ce que je pouvais mettre en place pour y arriver, quoi. Et en même temps, d'avoir Amandine qui a fait les Jeux Olympiques, moi j'ai récolté pas mal de médailles internationales. Bon, bah voilà, c'était le bon moment pour arrêter tout ça, quoi. Et est-ce que tu arrêtes en même temps ton métier d'entraîneur? Oui, exactement. J'arrête en même temps mon métier qu'entraîneur pour comment dire, pour une raison que peut-être toi tu vas comprendre. Je me vois pas être entraîneur sans être à 100%. C'est-à-dire entraîneur, pardon, de haut niveau ou entraîneur d'athlètes qui cherche à faire de haut niveau. Pour moi, dans mon inconscient, dans mon conscient, je sais pas, ça me demande d'être à 100% impliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end, il n'y a rien du tout. Et mon athlète, lui, est à 100% pour performer. Moi, je peux pas être entraîneur 7 heures par jour, quoi. Je suis entraîneur, c'est H24. C'est peut-être aussi pour ça que ça a bien marché. Et forcément, cette position-là, elle est épuisante. Elle est dure à tenir parce que bah voilà, on n'a pas de vie sociale, notre vie, elle fait 24 heures par jour et elle est professionnelle sur 24 heures par jour. Donc voilà, en fin 2016, on est allé au bout d'un processus. Donc c'est le bon moment d'arrêter parce que je sens que j'ai pas l'énergie pour continuer avec la même vigueur l'Olympiade d'après, quoi. Ah mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. J'en avais parlé avec Sylvain Curigné dans un épisode qui est déjà sorti où justement bah, lui aussi disait à un moment j'étais épuisé quoi. J'étais épuisé, je n'en pouvais plus parce qu'il disait exactement comme toi quoi que le métier d'entraîneur en fait il faut que tu sois à 100% vraiment et finalement au bout d'un moment bah ouais t'es épuisé. Qu'est-ce que tu décides de faire alors à ce moment-là si tu quittes le milieu du kayak?
Alors c'est très mêlé à une vie sociale. Effectivement, moi je vois pas comment on peut être entraîneur de haut niveau pendant 20 ans ou 25 ans. C'est tellement prenant qu'il faut avoir une énergie monstre et voilà. Donc j'ai presque envie de dire qu'entraîneur d'athlète de haut niveau, il y a une date limite de consommation sur ce statut-là, sur ce métier-là. Donc voilà, ça c'est ma réflexion purement personnelle. Donc fin 2016, j'arrête d'être entraîneur. Donc je quitte mon métier parce que je suis allé au bout d'un processus. Et en même temps, le club a changé de président. Je m'entends plus avec le nouveau président. Enfin bref, voilà, c'est bien compliqué. Et bah, j'ai 2 ans de chômage pour réfléchir à ce que je fais. Et pendant ce temps-là, donc tu arrêtes complètement le kayak, tu remontes pas dans un bateau. Et non, juillet 2016, c'est mon dernier coup de pagaie. Je pense que les 3 minutes de récup après la finale du 200 mètres en K4, où on fait vice-champion de France d'ailleurs, c'est mes derniers coups de pagaie en bateau de course en ligne. Voilà, j'arrête complètement. Et ça te manque pas? Tu te dis pas, vu que tu en faisais tous les jours ou pratiquement, de te dire, tiens, je vais en faire un petit peu comme ça ou j'ai l'impression que beaucoup d'athlètes de haut niveau, justement, quand ils arrêtent, en fait, ils arrêtent d'un coup parce qu'ils n'arrivent pas à, je sais pas, à s'entraîner en dilettante, si on peut dire ça comme ça. Ouais, je pense qu'on a tellement de sensations que quand si on veut remonter dans le bateau, on veut rechoper ces sensations-là, mais on n'a plus le niveau pour le faire. Parce que le niveau pour le faire, c'est pour avoir ces sensations-là, c'est 3 entraînements par jour avec une préparation physique poussée, avec un rythme de vie et ainsi de suite. Donc à partir du moment où on lâche un peu, ces sensations, on s'en souvient, mais on n'arrive plus à les avoir. Donc c'est extrêmement frustrant. Donc on balance tout. On revend tout, on revend matos, pagaie, gilet, kayak, bref, je revends tout et moi j'achète une paire de baskets et je me mets à courir. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça en faisant mes recherches. Tu t'es mis au trail. Ouais, exactement. Ouais. Ben, tout de suite, en fait, je m'y suis mis à Rio de Janeiro. On est resté en vacances une semaine là-bas après les Jeux avec Amandine. Et puis, ben, quand tu es sportif et que tu t'entraînes 3 fois par jour, c'est impossible de rester dans un canapé. Hein, c'est clair et net. Donc, faut trouver un autre support de dépenses énergétiques. Et on aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup la nature, donc une paire de baskets, c'est le meilleur moyen pour aller s'évader et se dépenser un peu, quoi. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu as peut-être préjugé, mais un peu lourd justement pour tous ces trails? Vu que tu fais plus de 90 kilos pour 1,90, t'as un gabarit qui dénote parmi les trailers aussi, non? Alors, je t'avoue que maintenant, je fais que de l'ultra trail, c'est-à-dire des courses qui font plus de 120 km en courant. Je suis le plus gros sur la ligne de départ. Ouais, ça c'est sûr. Mais je suis pas le moins performant, donc ça va bien. Donc tu te mets au trail et tu t'y mets d'un point de vue sportif, tu t'entraînes tous les jours, tous les 2 jours, comment ça se passe? Alors au départ, pas tous les jours, parce que effectivement, quand tu fais 100 kilos, les rotules, les chevilles, ainsi de suite, prennent des méchants coups. Donc au départ, dès que je cours 20 ou 25 km, j'ai mal partout, quoi. Donc je peux pas en faire tous les jours. Donc je complémente avec du vélo notamment. Et maintenant, alors pas aujourd'hui parce que je suis un peu blessé, mais maintenant oui, j'arrive à courir tous les jours sans problème. Ok. Et pendant cette période de chômage, est-ce que tu as l'illumination pour savoir ce que tu vas faire par la suite? Ouais, en fait, ça a été assez court quand même. Ça a été donc fin 2016, là, on décide d'arrêter. Voilà, Amandine prend quelques mois de vacances après les Jeux pour réfléchir et ainsi de suite. On a aussi envie de construire une vie de famille, hein, parce que depuis 2003 on est ensemble et là on est quasiment en 2017, donc ça fait un bon petit moment. On a plus de 30 ans, on a acheté notre appart, enfin voilà, on a envie de construire une vie sociale. Donc on se voit pas le faire à Nancy, parce que Nancy, on est là-bas plutôt par contrainte, en fait. Finalement, on a été obligé d'aller là-bas pour intégrer un pôle France. Donc on imagine notre vie de famille ailleurs. Et il y a une petite bourgade qu'on connaît bien parce qu'on y a fait tous nos stages de préparation kayak depuis 2005, qui s'appelle Marcillac-la-Croisille. Et voilà, où il y a ce qu'on appelle une station sport nature. Donc avec de l'hébergement, de la restauration et une vingtaine d'activités de proposer au sein de cette structure.
Et j'avais toujours dit à la directrice, donc que je connais bien puisqu'on y allait en stage tous les ans, j'avais toujours dit, mais le jour où tu t'en vas, tu m'appelles parce que moi, je veux choper le poste, quoi. C'est un truc qui me fait rêver. Et au mois de juin 2017, elle m'a appelé en me disant, bah, écoute Romain, tu peux postuler, le poste est libre. Donc, coup du destin, quoi, alors. Ouais, un peu coup du destin. Alors, je t'avoue que en 2 mois, j'avais postulé à peu près à 246 postes en France. Ou 267, je sais plus. Vraiment, bref, plus de 250. J'avais postulé à plus de 250 endroits. Donc là, on avait choisi d'arrêter le kayak avec Amandine, que c'était la fin d'une époque. Et on voulait un endroit où construire une famille à la campagne, dans quelque chose d'isolé, finalement, qui devrait être en totale cohérence avec nos valeurs de nature, d'écologie, de vie, et ainsi de suite. Et donc, finalement, tu as le poste. Et finalement, la directrice m'appelle au mois de juin. On était à une course de kayak, d'accord, parce que du coup, j'ai continué à entraîner, mais de manière bénévole, parce qu'il n'y avait personne pour me remplacer. Et une course de kayak, elle m'appelle et elle me dit, bah écoute, Romain, je m'en vais pour différentes raisons. Donc si tu veux, tu peux postuler, le poste est libre. Et j'ai été pris directeur de cette structure-là. Voilà. Donc au mois de juillet, on avait 1 mois et demi pour déménager entre Nancy et la Corrèze. J'ai l'impression, je vais revenir sur un point que tu as cité. Tu as pas mal parlé d'avoir envie d'avoir une vie sociale. Est-ce que ça veut dire que quand on est Ouais. entraîneur et athlète de haut niveau, on n'a pas de vie sociale? On a une vie sociale, mais elle est tronquée. Elle est tronquée parce que notre vie sociale tourne dans ce milieu-là. C'est-à-dire que on vit kayak, on mange kayak et nos amis sont des kayakistes et on dort kayak. Donc elle est tronquée dans le sens où l'ouverture aux extérieurs est un peu plus compliquée, quoi. Je connaissais pas l'organisation des autres sports avant d'être en Corrèze, par exemple. Parce que voilà, quand on est à fond dans une discipline, ça nous laisse peu d'énergie pour aller en voir une autre. Oui, je comprends bien. Mais quand on est dans ce moment-là, est-ce que justement vous êtes parti du kayak avec Amandine parce que justement vous avez commencé à ressentir cette notion de sacrifice qu'avant vous ressentiez peut-être pas en étant dans ce milieu-là? Alors, je dirais pas que c'est un sacrifice parce qu'on y a toujours pris beaucoup de plaisir et on a toujours fait les choses avec envie. Donc, c'était pas vraiment des sacrifices. C'est juste que on a eu l'impression d'avoir fait le tour de ce monde-là. Voilà, j'ai l'impression qu'on naviguait, le mot est bien, qu'on naviguait dans un monde qu'on connaissait par cœur et qui n'était pas vraiment en train de changer. Et je crois qu'il n'est toujours pas en train de changer. Et on avait envie d'aller voir autre chose en cohérence avec nos valeurs du moment, c'est-à-dire la nature, voilà, l'apaisement, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a quitté le monde du kayak. Et alors, à quoi ressemble cette nouvelle vie à Marcillac? En quoi ça consiste ce poste de directeur de la base de loisirs? Je dirige une base de loisirs qui fait de l'hébergement, de la restauration et des sports de pleine nature. Donc avec du VTT, du tir à l'arc, de l'acrobranche, de l'escalade, toutes ces choses-là. On est 7 employés à plein temps et après on a une grosse activité estivale où j'emploie une dizaine de saisonniers. Donc ça fait quasiment 20 employés l'été, juillet-août. Ok, donc c'est surtout l'été que ça fonctionne. L'hiver c'est très calme. Alors l'hiver c'est très calme, sauf que maintenant j'invite des clubs des kayaks à venir découvrir le petit bijou pour des stages d'entraînement que nous on connaît bien puisqu'on a fait nos stages de préparation de kayak depuis 2005. Et comment est ce bassin pour le kayak alors? Est-il abrité du vent? Alors c'est un lac qui fait 230 hectares, qui fait 8 km de long. Donc il y a de la place. C'est un endroit très encaissé, pleine nature, où il n'y a personne. Je crois que la densité d'habitants, c'est à peu près 12 habitants au kilomètre carré, là où on est. Donc, vous aurez plus de chances de croiser des biches au bord de l'eau que d'autres personnes.
Ok. Et est-ce qu'il y a du courant? Comment c'est pour vends-nous ce bassin? Non, c'est un lac de barrage. Donc il y a un barrage. C'est une retenue d'eau, donc hyper profonde. Au plus profond, elle fait 40 mètres. Hyper profond, hyper calme. Voilà, c'est quelque chose d'assez tortueux. Il y a quand même une ligne droite qui fait 2 kilomètres, mais c'est quelque chose d'assez tortueux. Donc il y a toujours pardon, une partie du lac qui est forcément abritée du vent quand il y a du vent. Ok. Donc voilà. Et moi, je dirige cette structure-là depuis du coup l'été 2017 et Amandine va me rejoindre au mois de septembre. Oui, j'ai vu qu'elle passait son BP, je crois que c'est APT. Ouais, voilà, c'est le diplôme magique pour avoir le droit d'encadrer toutes les activités sportives. Oui, voilà, activité pour tous. Il est magique ce diplôme, c'est le top. Je me souviens à mon époque quand on passait les BE, il y avait celui-là déjà qui était un peu passe-partout. Ouais. Ok. Et quels sont, j'allais dire, tes projets pour l'avenir? Est-ce que tu te vois pour l'instant rester longtemps dans cette nouvelle vie? Oui. Dans le sens où sportivement, alors quand on est un ancien sportif de haut niveau, honnêtement, le sport fait partie intégrante de notre vie. Enfin, je veux dire, moi, je deviens insupportable si j'arrive pas à faire 1h30 de sport par jour. Et Amandine me dit, mais vas-y, prends tes baskets ou prends ton vélo et va te balader parce que là, t'es chiant. Ou maintenant, prends ton 560 et vas-y, quoi. Ouais, bah maintenant c'est basket, course à pied, vélo tous les jours et puis honnêtement, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui pètent un peu des câbles sur l'après-carrière, qui tombent dans des choses pas belles. Je crois que quand on est sportif de haut niveau et qu'on a fait une partie de notre vie, peut-être 15, 20, 25 ans, ça fait partie de notre nature de faire du sport. Et si on l'arrête, ça va pas, quoi. Donc voilà, on est sportif, alors plus forcément de haut niveau, mais même si la tête et la démarche y est, le statut n'y est pas. Mais voilà, on reste sportif et puis le professionnel à côté, et ben voilà, ça suit quand ça nous plaît et que c'est une passion, ça marche bien. Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, c'est pareil. Si je ne m'entraîne pas au moins une fois par jour, à moins d'une extrême fatigue, ce qui est rare, je suis énervé et je ne dors pas. Donc, ouais, exactement. Comme si on avait un peu une pile d'énergie et que si tu te couches et que la pile est encore verte, tu te couches pas, quoi. ouais, tu te couches pas, tu regardes le plafond et puis à un moment où tu arrives à dormir, en fait, tu dors pas vraiment, t'arrives pas, quoi. Tu n'arrives pas, Ouais. t'es obligé. Et j'ai oublié tout à l'heure, j'ai une question, voilà, qui sera perdue dans le fil de la discussion, mais tout à l'heure on parlait justement des activités, tout ce qui était muscu, tout ce qui était course à pied, prépa physique générale, etc. Et de l'entraînement en dehors du bateau pour la stabilité. Est-ce que toi, tu as beaucoup utilisé l'ergomètre pour toi-même ou avec tes athlètes? Tu parlais tout à l'heure quand tu étais avec Cometti que vous faisiez des tests avec, etc., avec la muscu pour les notions de transfert, j'imagine. Est-ce que c'est un truc où tu as remarqué des bénéfices pour l'entraînement sur l'eau ou en fait, encore une fois, c'est trop éloigné de la Alors, discipline? j'ai beaucoup utilisé l'ergomètre dans 2 phases. Une phase, je ne sais pas comment la nommer, qu'on pourrait appeler presque dépouille, dans le sens où sur un ergomètre, tu es stable, tu es fixe, donc physiquement, tu peux aller plus loin dans les limites que sur ton kayak. Tu comprendras bien ce que je veux dire. Oui, tout à fait, je comprends bien ça. Voilà. Donc, quand il s'agit d'aller chercher des lactates maximum sur un ergomètre, c'est le top. Parce qu'on n'a pas voilà, ces aléas qui vont nous freiner physiquement. Donc, j'utilise dans cette filière-là. Et après, j'utilisais l'ergomètre aussi beaucoup en musculation, où une fois qu'on a fait une bonne séance d'excentrique, essayer de replacer une technique gestuelle juste après une séance d'excentrique, je pense que c'est hyper opportun. Ou en tout cas, quand on arrive à replacer une technique bien belle après une séance de musculation, il y a quand même de bonnes chances pour que ça soit très très propre
quand on est en pleine possession de nos moyens. Donc je vois ce les que tu veux deux dire. phases Remettre sa niveau technique avec de la fatigue, en fait. Exactement, ouais. Quand on vient de faire une séance de FE ou de FP en muscule, qu'on a été au bout des fibres et qu'il n'y a plus rien qui se lève, mais qu'on se force à pagayer derrière, voilà, il y a de grandes chances quand même pour que cette technique soit belle quand on est en pleine possession de nos moyens le jour de la course. Ok, j'ai une dernière question à te poser, vu que tu as été en quelque sorte le remplaçant de Lux. Si tu devais changer quelque chose dans ta carrière, qu'est-ce que tu changerais? Est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête que tu changerais pour pas pour aller au jeu ou pour être un meilleur athlète? C'est compliqué. Ah ouais, compliqué. je sais bien, mais je me dis, est-ce que avec le recul, ta double casquette entraîneur-athlète, est-ce que toi tu vois quelque chose que tu changerais pour justement ou finalement t'as fait tout ce que tu pouvais, Alors, quoi, et tu regrettes rien? je dirais que ma double casquette ne m'a absolument pas gêné dans ma quête de performance en tant qu'athlète. Ça, c'est clair et net. Parce que, au contraire, le fait d'être entraîneur me poussait à la recherche pour mes athlètes et forcément, je profitais de cette recherche pour moi en tant qu'entraîneur. En fait, en gros, j'étais payé à réfléchir à ce que je pouvais mettre en place en tant qu'athlète. Donc, du coup, ça, c'est top sur cette organisation-là. Par contre, ce que je changerais peut-être, c'est certains entraîneurs qui m'ont orienté, je pense, dans des mauvaises directions. Tu penses à quoi comme direction? Qui m'ont fait perdre du temps, et surtout qui m'ont pas du tout servi, au contraire, qui m'ont desservi, qui m'ont fait ralentir même plutôt que progresser sur de la gestion de course, par exemple. Voilà. J'ai eu un entraîneur à un moment. Moi, j'étais le spécialiste du negative split. C'est-à-dire que sur les courses, alors bien sûr pas sur le 200 mètres, mais sur le 500, le 1000 et ainsi de suite, je gagnais mes courses en partant de derrière. Parce que remonter les adversaires sur la ligne finale, ça me galvanisait, c'était un truc de dingue, quoi. J'étais hyper fort et j'étais encore plus fort que ce que je pensais. Donc j'étais vraiment spécialiste de ça et à un moment j'ai eu un entraîneur en équipe de France qui m'a dit mais tu gagneras jamais une course si tu pars pas devant. Et il a réussi à m'y faire croire et ça m'a déconstruit. Voilà. Donc là j'ai perdu énormément d'énergie et de confiance en moi à ce moment-là. Mais c'est difficile de savoir que toi t'étais plus pour le negative split sans tester l'autre version aussi. Ouais, effectivement. Mais bon, on a testé, mais lui en était persuadé parce que lui, en tant qu'athlète, c'était sa manière de gagner, donc il n'y avait pas d'autre manière de gagner que la sienne. Donc voilà, j'ai persisté là-dedans pendant longtemps et parce qu'il m'en avait persuadé et en fait voilà, pour moi, en tout cas avec mes qualités personnelles, c'était pas la meilleure façon d'aller vite. Ouais, mais donc, voilà, je dirais plus que c'est sûr. Je dirais plus que c'est sur l'entourage où il faut vraiment s'entourer des personnes non seulement compétentes, mais des personnes bienveillantes. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et j'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Non, on a fait le tour. Après, c'est des discussions, je pense qu'on pourrait les refaire. On pourrait en faire 10 heures, 15 heures, parce qu'il y a pas de limite, je veux dire, sur la réflexion qu'on peut avoir sur notre vie sportive, notre vie sociale, parce que finalement, tout est mêlé. On est la même personne dans notre kayak qu'en dehors. Non, juste remettre un tout petit truc à sa place, je pense. C'est que athlète de haut niveau, c'est une tranche de vie.
Et cette tranche de vie, elle a une date de péremption. On ne peut pas être athlète de haut niveau à 80 ans. Hein. Enfin, à un moment ou à un autre, ça s'arrête, qu'on le veuille ou non. Il faut y être préparé. Et il faut surtout prendre conscience que ce qu'on a appris en tant qu'athlète de haut niveau, c'est transférable. C'est transférable partout. C'est transférable dans sa vie professionnelle et dans sa vie sociale. Donc, ce qu'on acquiert quand on est athlète, c'est des médailles. Mais par contre, ce qu'on a acquis en tant que valeur, en tant que voilà les choses qu'on a apprises, les statuts, les postures qu'on a apprises à assumer, voilà, c'est transférable partout et c'est sûrement ça le plus important. Ouais, c'est vrai que c'est difficile. Je crois qu'on a à peu près toi de 85 jusqu'à 87. C'est difficile en fait de vieillir et de voir que finalement tu peux plus être à 120%, tu vois. Et finalement que c'est un truc qui est difficile parce que j'ai l'impression que l'être humain, je sais pas si c'est ancré ou si c'est moi, mais il a envie de progresser, quoi. Il est toujours dans cette optique de progrès. Et ce qui est difficile, c'est d'arriver à se renouveler, tu vois, d'arriver à, comme tu dis, là, t'as trouvé le trail, là, t'as la base, à Marcillac, etc. Et c'est toujours difficile ce moment de changement de cycle, en fait. Et de se dire, ce n'est plus possible de continuer dans cette voie-là, alors que c'était ton truc, tu vois. Voilà, à un moment ou à un autre, on décline. La progression, elle est pas linéaire et elle est surtout, à un moment, elle s'arrête. Qu'on le veuille ou non, enfin quand on vieillit, enfin voilà, on perd des globules rouges, ainsi. Donc bref, physiquement, on est moins apte aux efforts, ou peut-être moins apte à ces efforts-là. Il y a d'autres efforts qu'on maîtrise mieux. Mais voilà, ouais. Non, il n'y a pas que la médaille. Le chemin qu'on fait est bien plus important que la médaille qu'il y a au bout. Mais ça, souvent, on s'en rend compte que quand on n'a pas la médaille. Et bah ouais, exactement. Quand on a la médaille, on est focalisé sur la médaille, on veut la médaille. Mais quand on l'a pas, voilà. Ça nous permet de réfléchir. Ouais, moi j'ai eu la chance d'avoir les deux, d'avoir les médailles et de pas les avoir aussi. Mais voilà, franchement, avec un peu de recul, le chemin qu'on a fait, moi j'en serais pas là socialement et professionnellement si je n'avais pas été athlète de haut niveau. C'est clair et net. Donc, ce qu'on apprend, ça nous sert bien au-delà de l'embarcation dans laquelle on pose ses fesses. J'ai ma question pour conclure, peut-être que tu la connais, c'est qui souhaiterais-tu entendre personnellement dans ce podcast? Alors là... Ouais, tu peux en citer plusieurs. Hein. Alors, je vais tout dire, c'est extrêmement difficile d'avoir... du monde sur le podcast. je me galère bien, je relance, etc. Et c'est très difficile. Donc tu peux lancer plusieurs noms parce qu'à chaque fois, j'ai pas forcément de réponse. Hein. Ah, je pense qu'il y en a un. J'en ai déjà parlé, qui a une richesse de vie qui est monstrueuse, qui a une richesse d'athlète qui est monstrueuse aussi, qui maintenant travaille dans les hautes sphères du ministère des Sports, qui s'appelle Babak Amir Tamasseb, qui a été un exemple pour toute une génération de kayakistes, qui est, je pense, assez méconnu des nouvelles générations. Bon, il a juste été champion du monde en monoplace. Hein. Ouais, j'avais fait des recherches sur lui, justement. Est-ce que tu sais comment je peux le contacter? Je pense que je pourrais t'envoyer son numéro de téléphone, son adresse mail et ses contacts. Ouais. Ah bah super. Et bah juste après hors antenne, je suis preneur. Ça marche. Voilà, ouais. Babak, c'est un monument du kayak français et pour avoir eu la chance de partager le même maillot tricolore dans la même embarcation que lui, c'est quelqu'un de très généreux dans le partage. Donc, je pense qu'il sera peut-être surpris, je sais pas, mais voilà. Si tu peux le souhaiter, c'est un bon point. Bah oui, si tu me donnes les coordonnées, je vais réussir à l'avoir. Mais le plus dur, en fait, c'est de contacter, puis après une fois que j'ai contacté, c'est bon. Mais en tout cas, cool. Bah, en tout cas, merci encore Romain d'avoir pris le temps pour cet échange. J'espère que ceux qui nous écouteront trouveront autant de plaisir que moi à entendre les réponses à mes questions. Merci beaucoup. Puis de toute façon, bah
on se tient au jus et puis je suivrai tes aventures en surf ski vu que je converse de temps en temps avec Amandine. Donc Ouais. j'ai hâte de te voir faire cette Dordogne intégrale de 130 km. Et je pense que ça va être au programme dans pas très longtemps, histoire de faire quand même quelques kilomètres avec les bras, de les remettre en fonction, et puis après on ira là-dessus. Ouais. Ça sera une belle expérience. Ouais, super. Merci encore et salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.